Le 24 février 1978, 5 amis quittent tranquillement un match de basket à Chico, en Californie. Rien d'anormal. Ils sont de bonne humeur. Ils rentrent chez eux. Le lendemain matin, ils doivent même jouer leur propre match. Leurs vêtements sont prêts. Leur soirée est censée être simple. Pourtant, quelques heures plus tard, leur voiture sera retrouvée au milieu des montagnes enneigées, très loin de leur trajet normal. Des mois après, 4 d'entre eux seront retrouvés morts. Le 5e, lui, ne sera jamais revu. Et aujourd'hui encore, personne n'a réussi à expliquer clairement ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Cette histoire est connue sous le nom des Yuba County Five. Et plus on avance dans le dossier, plus tout devient dérangeant. Parce que dans cette affaire, le plus effrayant n'est pas seulement la disparition. C'est le fait que plusieurs choses, une fois qu'on les regarde de près, n'ont absolument aucun sens. Pourquoi ces 5 hommes se sont-ils retrouvés si loin de chez eux ? Pourquoi ont-ils abandonné une voiture qui fonctionnait encore ? Et surtout, comment l'un d'entre eux a-t-il pu mourir de faim dans un abri où il y avait encore de quoi survivre ? Bienvenue sur Archives sombres. Toutes nos histoires sont vraies. Les images, elles sont illustrées. Sur Archives sombres, une histoire vous sera présentée chaque vendredi. N'hésitez pas à vous abonner, liker et de commenter votre ressenti sur les histoires. Voici l'histoire du jour. Les 5 hommes s'appelaient Jack Madruga, Bill Sterling, Ted Weir, Jackie Huette et Gary Mathias. Ils vivaient dans la région de Yuba City et Marysville en Californie. 4 d'entre eux avaient des troubles de l'apprentissage ou un handicap intellectuel léger. Gary Mathias, lui, était traité pour schizophrénie paranoïde. Malgré cela, le groupe menait une vie sociale active. Ils aimaient le sport, sortaient ensemble, jouaient au basket, allaient voir des matchs et formaient une équipe liée à leur centre de réadaptation professionnelle. Ce détail est important parce qu'il permet de comprendre quelque chose d'essentiel. Cette sortie n'avait rien d'étrange. Ce n'était pas une fuite. Ce n'était pas une expédition improvisée en montagne. C'était juste une soirée entre amis autour du basket. Et le lendemain, ils avaient un tournoi à jouer. D'après les témoignages des proches, plusieurs avaient déjà préparé leurs affaires pour le match du lendemain matin. Pour leur famille, il était impensable qu'ils décident volontairement de passer la nuit dehors, encore moins en montagne, dans la neige. Ce soir-là, les 5 amis prennent la voiture de Jack Madruga, une Mercury Montego de 1969, et roulent jusqu'à California State University, Chico, pour assister à un match de basket. Le match se termine peu avant 22 heures. La soirée s'est bien passée. L'équipe qu'ils étaient venus voir a gagné. Ensuite, ils s'arrêtent à Bears Market, un petit commerce proche du campus, pour acheter des snacks et des boissons avant de rentrer. C'est la dernière fois qu'ils sont vus avec certitude. Le trajet normal pour rentrer chez eux faisait à peu près 78 km. En clair, ils n'étaient pas loin. Ils n'avaient aucune raison de monter vers les hauteurs. Aucun plan connu. Aucun intérêt particulier pour la neige cette nuit-là. Et pourtant, au lieu de rentrer, la voiture va se retrouver des dizaines de kilomètres plus loin, dans une zone montagneuse isolée de la Plumas National Forest. C'est précisément ce virage incompréhensible qui transforme une simple disparition en mystère total. Le lendemain, les familles commencent à s'inquiéter. Aucun des 5 n'est rentré. Un signalement est lancé. Puis, quelques jours plus tard, la voiture est retrouvée dans la Plumas National Forest, juste au-delà de la limite de neige, sur une route de montagne totalement hors de leur itinéraire habituel. Elle se trouvait à environ 112 km de Chico. À l'intérieur, les enquêteurs retrouvent des emballages de nourriture, les programmes du match et des cartes pliées dans la boîte à gants. La voiture n'était pas en panne sèche, elle fonctionnait encore. Et selon les enquêteurs, plusieurs hommes auraient sans doute pu la dégager de la neige. C'est là qu'un premier détail devient glaçant. Si la voiture roulait encore, pourquoi l'abandonner ? Et surtout, pourquoi l'abandonner ici ? D'après les proches, Jack Madruga tenait beaucoup à son véhicule et évitait même les mauvaises routes pour ne pas l'abîmer. Sa mère disait qu'il n'avait aucune raison de conduire volontairement là-haut. Donc soit ils ont été forcés de s'arrêter, soit ils ont cru qu'ils n'avaient pas le choix. Soit quelque chose ou quelqu'un
les a poussés à continuer dans une direction absurde. Un homme nommé Joseph Jones a dit à la police qu'il se trouvait dans le secteur cette nuit-là. Lui aussi se serait retrouvé bloqué par la neige, non loin de l'endroit où la Mercury sera retrouvée. Selon son récit, alors qu'il souffrait possiblement d'une crise cardiaque et restait allongé dans sa voiture, il aurait vu des lumières, des faisceaux de lampes torches et à un moment, des phares qui auraient pu appartenir à un pick-up. Il a aussi déclaré avoir entendu des voix. Mais son témoignage a changé à plusieurs reprises avec le temps, et lui-même a admis qu'il était à moitié conscient, dans la douleur, et pas certain de ce qu'il avait vraiment perçu. Ce témoignage est donc à manier avec prudence. Mais il laisse une porte ouverte à une hypothèse très dérangeante. Et si les 5 hommes n'avaient pas été seuls cette nuit-là? Et si une rencontre, une dispute, une peur soudaine, ou simplement une mauvaise décision en réaction à un événement extérieur, les avait fait monter plus loin dans la montagne? Le problème, c'est qu'aucune preuve définitive n'a jamais confirmé cette piste. Et dans ce dossier, presque tout repose justement sur ce manque de certitude. Après la découverte de la voiture, les recherches s'organisent. Mais la neige, l'isolement et la difficulté du terrain compliquent tout. Les jours deviennent des semaines, puis les semaines deviennent des mois. Aucune trace claire, aucune explication. Pour les familles, l'attente se transforme en cauchemar. La voiture est là, mais les hommes ont disparu. Comme s'ils s'étaient évaporés dans la montagne. Puis arrive le mois de juin 1978. La neige commence enfin à fondre. Et c'est là que l'affaire bascule dans quelque chose d'encore plus sombre. Le 4 juin, des motards tombent sur une remorque de service forestier à environ 19,4 miles, soit un peu plus de 31 km de la voiture abandonnée. La fenêtre est cassée. À l'intérieur, ils découvrent le corps de Ted Weyer. Et ce que les enquêteurs vont trouver sur place va rendre l'histoire encore plus troublante. Ted Weyer est retrouvé allongé sur un lit, enveloppé dans plusieurs draps et couvertures. Son corps montre qu'il n'est pas mort immédiatement après la disparition. Au contraire, tout indique qu'il a survécu plusieurs semaines, peut-être même un peu plus de 3 mois après la dernière fois qu'il a été vu. Sa barbe avait repoussé, il avait énormément maigri, et l'autopsie conclut à une combinaison de faim et d'hypothermie. Ses pieds étaient gravement gelés. Ses chaussures, elles, avaient disparu. Mais ce n'est pas le plus incompréhensible. Dans cette remorque, il y avait de quoi tenir plus longtemps. Des allumettes, du mobilier en bois qui aurait pu servir à allumer un feu, des vêtements chauds stockés sur place, des rations militaires consommées, oui, mais aussi encore davantage de nourriture qui n'avait même pas été ouverte. Et surtout, un système de chauffage alimenté par un réservoir de gaz qui n'avait pas été utilisé. En résumé, Ted Weyer est mort dans un refuge qui aurait pu, au moins en théorie, lui offrir une bien meilleure chance de survie. C'est précisément ce détail qui fait de cette affaire l'une des plus dérangeantes de son époque. Parce qu'on ne parle pas d'un homme retrouvé seul, perdu en pleine forêt sans rien autour de lui. On parle d'un homme retrouvé dans un abri avec des ressources, mais sans que ces ressources aient été pleinement exploitées. Était-il trop affaibli, trop désorienté, incapable de comprendre comment utiliser ce qui se trouvait là? Ou bien attendait-il le retour de quelqu'un qui l'avait aidé à s'installer avant de repartir? Car un autre indice suggère qu'il n'était peut-être pas seul dans cette remorque. Les recherches continuent autour de la remorque. Le lendemain, les restes de Jack Madruga et Bill Sterling sont retrouvés à environ 11,4 miles du véhicule, soit un peu plus de 18 km. Les deux seraient morts d'hypothermie. Puis, peu après, les restes de Jackie Huet sont retrouvés à environ 2 miles au nord-est de la remorque. Lui aussi serait mort d'hypothermie. Quant à Gary Mathias, aucune trace certaine ne sera jamais retrouvée. Pas de corps, pas de preuve de survie. Rien. Un autre détail alimente les théories. Dans la remorque, les enquêteurs trouvent les chaussures de Gary Mathias.
et certaines rations auraient été ouvertes avec un ouvre-boîte militaire que seuls Mathias ou Madruga savaient probablement utiliser grâce à leur passé dans l'armée. Cela laisse penser que Gary a peut-être atteint la remorque lui aussi. Et si c'est le cas, alors il a survécu au moins un certain temps après l'abandon de la voiture. Mais s'il a bien été là, alors pourquoi a-t-il quitté la remorque? Est-il parti chercher de l'aide? Est-il mort quelque part entre le refuge et la route? Ou a-t-il rencontré quelqu'un? La théorie la plus souvent avancée par les enquêteurs est celle d'un mauvais virage, peut-être en direction de Forbestown, où Gary Mathias connaissait des gens. Ensuite, le groupe aurait quitté la voiture, puis suivi des traces laissées par un véhicule de déneigement, pensant que ces traces les mèneraient rapidement vers un abri. Les autorités ont même évoqué une forme de raisonnement appelée « around the corner syndrome », l'idée qu'un secours ou un refuge se trouve juste un peu plus loin, juste derrière le prochain virage, et qu'il faut continuer encore un peu. C'est une hypothèse possible, mais elle ne répond pas à tout. Elle n'explique pas vraiment pourquoi ils se sont retrouvés sur cette route au départ. Elle n'explique pas non plus pourquoi la voiture a été abandonnée si vite alors qu'elle semblait récupérable. Et elle n'efface pas le malaise lié au témoignage de Joseph Shones. C'est pour cela que, dès l'époque, les familles et certains enquêteurs n'ont jamais totalement exclu l'idée d'une intervention extérieure ou d'un élément de foul play, autrement dit, d'un événement impliquant potentiellement une autre personne. Une autre possibilité est plus tragique encore. Pas de tueur, pas de complot, pas d'agression. Juste une suite de mauvaises décisions prises dans le froid, la nuit, la peur, la confusion et l'épuisement. Une voiture coincée, une route inconnue, des hommes qui continuent à marcher au lieu de revenir en arrière. Puis l'hypothermie, la désorientation, la fatigue extrême et, à partir d'un certain point, l'incapacité de faire les bons choix même lorsqu'une solution se trouve devant soi. C'est une hypothèse très humaine, et c'est peut-être justement ce qui la rend aussi terrible. Aujourd'hui encore, l'affaire des Yuba County Five n'est pas vraiment refermée dans les esprits. On sait qu'ils ont quitté un match de basket le 24 février 1978. On sait que leur voiture a été retrouvée loin de chez eux, dans la neige. On sait que 4 d'entre eux sont morts dans les montagnes. On sait aussi que Gary Mathias n'a jamais été retrouvé. Mais entre ces faits, il reste un vide immense. Et c'est ce vide qui transforme cette histoire vraie en l'un des mystères les plus troublants de Californie. Alors dis-moi en commentaire, selon toi, est-ce qu'ils se sont simplement perdus? Ou est-ce que quelque chose s'est produit sur cette route, cette nuit-là, avant même qu'ils n'abandonnent la voiture? Et surtout, si Gary Mathias a bien atteint la remorque, qu'est-ce qui a pu lui arriver ensuite?